Les obus tombaient si près que la terre vibrait comme un cœur affolé. La nuit, déchirée par les éclairs des explosions, avait cette teinte orange sale qu'on ne voit que dans les guerres. L'odeur de boue, de métal et de peur collait à la peau. Au loin, on entendait les hurlements mêlés aux ordres aboyés dans plusieurs langues. C'était l'enfer, mais dans un petit baraquement en bois, loin de la première ligne, un homme tenait un crayon comme d'autres tiennent une arme. Assis devant une table bancale, éclairée par une lampe vacillante, il fixait une carte immense couverte de traits, de chiffres et de petites épingles colorées. On l'appelait simplement le stratège. Pas de grade brodé sur la poitrine, pas de médaille qui cliquette. Juste un uniforme trop large, des cernes profonds, et un regard qui semblait toujours calculer quelque chose, même dans le silence. Derrière lui, un jeune officier entra, le visage blême. « On dit que, si vous vous trompez ce soir, on perdra toute la ligne de front, murmura-t-il. Le stratège ne leva même pas les yeux. « Si je me trompe ce soir, répondit-il calmement, on perdra plus que la ligne de front. On perdra des pères, des fils, des frères. Asseyez-vous. » Il traça un nouveau trait sur la carte. « Regardez bien, dit-il. Il pense qu'on va reculer ici. Alors, on va faire l'inverse. On avance. Pas avec plus de canons, mais avec plus d'intelligence. » Ces mots tombaient comme des verdicts. Dans ce monde ravagé par les bombes, sa seule arme, c'était ça, la capacité de prévoir 3 coups à l'avance. De lire les ressources, les faiblesses, le tempo ennemi, comme si c'était une équation. Chaque décision qu'il prenait, c'était des centaines de vies épargnées. Chaque manœuvre réussie, c'était une victoire qu'un général allait annoncer à haute voix, sans jamais prononcer son nom. Cette nuit-là, quelque part en Europe, des soldats dormirent parce que ses calculs tenaient. Des villages furent épargnés parce qu'il avait osé contrarier un ordre trop impulsif. Dans un silence glacé, il venait, encore une fois, de changer le cours d'une bataille décisive, sans déclencher un seul tir. Mais voilà ce que personne ne savait encore, pendant qu'il sauvait des territoires entiers, il perdait, sans le comprendre, une autre guerre. Une guerre plus discrète, plus sournoise. Une guerre que, peut-être, vous aussi, vous menez en ce moment. Parce que quand les canons se tairont, que restera-t-il pour celui qui a tout donné, mais qui n'a jamais appris à se protéger, lui, face à l'argent, à la dette, à la vie civile qui ne pardonne rien? Restez avec moi. Dans un instant, je vais vous raconter comment cet homme, génie de la stratégie militaire, s'est retrouvé incapable de gagner la bataille la plus commune, la plus cruelle, celle que nous menons tous, la bataille financière. Le fracas des obus semblait lointain, presque étouffé derrière la lourde porte métallique. Dans la pièce basse de plafond, seule la lumière jaunâtre des lampes vacillantes éclairait la table centrale. Des cartes s'y entassaient, couvertes de flèches, de cercles rouges, de petites annotations griffonnées à la hâte. L'air sentait le tabac froid, l'encre, et cette tension particulière qui flotte là où chaque décision peut coûter des milliers de vies. Assis devant la carte, la veste froissée, les manches retroussées, il fixait silencieusement les lignes ennemies. On l'appelait simplement le stratège. Pas de galon brillant, pas de décoration. Seulement un crayon, un carnet, et un regard calme qui semblait voir plus loin que tous les autres. Derrière lui, un général imposant tournait en rond. « C'est impossible de tenir, murmurait-il. S'il contourne par le nord, on est perdu. » Le stratège ne répondit pas tout de suite. Il traça lentement un trait sur la carte, du bout de son crayon. « Ils ne contourneront pas par le nord, dit-il enfin. Ils ont l'air forts ici. » Il appuya sur un amas de divisions ennemies. Mais c'est une illusion. Ils surjouent leur puissance. Leur vrai plan, c'est ici. Son doigt se posa sur un point presque insignifiant, une route secondaire, un village sans importance apparente. Le général fronça les sourcils. Un village? Pourquoi risquerait-il leur avance pour un village? Le stratège releva doucement les yeux. Parce que derrière ce village, il y a ce dépôt de carburant que nos propres hommes ont oublié de protéger. Sans carburant, vos chars sont des statues. Eux, ils ne l'ont pas oublié. Un silence tomba. On entendait seulement le bourdonnement électrique et, au loin, le grondement sourd du front. Le général le dévisagea, partagé entre scepticisme et espoir. Et si vous vous trompez? Une ombre passa dans le regard du stratège, mais sa voix resta posée. Si je me trompe, alors nous perdrons cette bataille. Si j'ai raison et que nous ne faisons rien, nous perdrons la guerre.
Quelques heures plus tard, les divisions furent déplacées comme il l'avait prévu. Lani avala les camions, les colonnes de soldats, les silhouettes silencieuses qui marchaient dans la boue. Au petit matin, lorsque l'ennemi tenta réellement de passer par ce fameux « village sans importance », il tomba sur une muraille inattendue de blindés et de canons. L'attaque fut brisée. Des milliers de vies furent sauvées par une intuition, un calcul, un regard différent posé sur une simple carte. Dans la salle de commandement, on applaudit, on se serra les mains, on respira enfin. Le général posa lourdement sa main sur l'épaule du stratège. « On ne saura probablement jamais votre nom dans les journaux, dit-il, mais, vous venez de sauver tout un front. » Le stratège esquissa un sourire fatigué. Il ne pensait ni à la gloire, ni aux médailles. Il pensait au prochain mouvement, à la prochaine faiblesse à anticiper, à la prochaine catastrophe à éviter. À cet instant, son esprit était son arme, et cette arme semblait infaillible. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en dehors de ces murs, dans un autre type de bataille, il était déjà en train de perdre, sans même le savoir. La nuit était si noire qu'on aurait juré que le monde entier retenait son souffle. Dans le bunker enterré sous plusieurs mètres de terre, seules quelques lampes vacillantes dessinaient des halos jaunes sur des cartes déployées. On entendait au loin, comme un tonnerre étouffé, le grondement sourd des canons. Assis à une table en bois rayée par les années et les urgences, il penchait la tête, silencieux. Devant lui, des cartes remplies de flèches rouges et bleues, de chiffres, de petits symboles que presque personne ne comprenait vraiment. On l'appelait simplement Sinclair. Ce n'était peut-être pas son vrai nom. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était ce qu'il voyait là où les autres ne voyaient que du chaos. Un colonel transpirant entra précipitamment, claqua la porte derrière lui. « Ils avancent plus vite que prévu, dit-il d'une voix cassée. Si nous restons, on est encerclés. Si on recule, on abandonne la ville. Vous comprenez ce que ça veut dire ?» Sinclair ne leva même pas les yeux. Il glissa un doigt sur la carte, suivit une ligne de chemin de fer, nota un chiffre au crayon. « Vous avez encore combien de carburant » demanda-t-il calmement. Le colonel fronça les sourcils, pris de court. « Assez pour tenir 2 jours, peut-être 3 si on rationne. » Sinclair hocha la tête. « Alors vous ne pouvez pas vous permettre de vous battre comme vous l'avez toujours fait. Vous devez vous battre comme si chaque litre, chaque balle, chaque homme était un investissement. Pas une dépense. » Le colonel le dévisagea, perplexe. Investissement. Le mot résonna dans la pièce comme s'il n'appartenait pas à la guerre, mais à un autre monde, plus lointain. « Regardez, » continua Sinclair. « Ici, si vous tenez cette position, vous gaspillez des hommes pour un symbole. La ville. Mais si vous reculez de 10 km et que vous vous repliez derrière cette rivière, vous perdez du terrain, mais vous gagnez du temps. Et le temps, aujourd'hui, vaut plus que l'espace. » Il marqua une pause, posa enfin ses yeux clairs sur le colonel. « En finance, on appelle ça un arbitrage. Tu sacrifies quelque chose qui flatte ton ego, pour sauver ce qui garantit ta survie. La question n'est pas, est-ce que je perds la ville? La vraie question, c'est, est-ce que je garde mes forces assez longtemps pour continuer d'exister demain? » Le colonel resta silencieux quelques secondes, comme si on venait de lui arracher un écran de fumée devant les yeux. Il regarda les petites figurines sur la carte, ces pions anonymes qu'il savait être des visages, des familles, des voix qui riaient avant la guerre. « Si je fais ça, dit-il à mi-voix, on dira que j'ai fui. Que j'ai reculé. On m'accusera d'avoir perdu. » Un léger sourire, presque triste, effleura les lèvres de Sinclair. « On confond toujours « tenir » avec « gagner », murmura-t-il. « On préfère mourir debout que vivre intelligemment. Même avec l'argent, c'est la même erreur. On s'accroche à une maison qu'on ne peut plus payer, un style de vie qu'on ne peut plus financer, parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire si on recule d'un pas. Et on finit encerclé, par les dettes. » Le colonel s'assit, d'un coup, épuisé. « Et vous, comment vous faites pour décider » demanda-t-il. « Comment vous savez où reculer, quoi garder, quoi abandonner ?» Sinclair prit une inspiration lente. On aurait dit que pendant une seconde, le bruit des bombes se dissolvait. « J'additionne, » répondit-il simplement. « Je compte. Tout. Le nombre de vies, le nombre de munitions, les kilomètres, les heures de sommeil, la météo. Je mets tout dans une sorte de grand tableau invisible dans ma tête. Et je me pose une seule question. Qu'est-ce qui protège le plus l'avenir, même si le présent me fait mal? » Ce qu'il ne disait pas,
c'est que cette question, il ne l'avait jamais appliquée à sa propre vie. Pour lui, sa santé, son futur, sa stabilité financière, tout cela était hors du cadre. Il se voyait comme une pièce d'échiquier offerte à la cause, pas comme un être humain avec un lendemain à payer. Dans le bunker, le colonel finit par frapper du poing sur la table, non pas de colère, mais de décision. Très bien. On recule. On économise les hommes. On perd la ville, pour ne pas perdre la guerre. Sinclair approuva d'un simple signe de tête. Vous venez de faire ce que presque personne n'ose faire avec son argent, colonel, dit-il. Renoncer à ce qui flatte, pour protéger ce qui sauve. À ce moment-là, il ne pouvait pas encore deviner que, quelques années plus tard, ce serait lui, le grand stratège, qui devrait faire ce même choix, mais dans un salon vide, face à des factures, et non plus devant une carte de bataille. Et cette fois-là, personne ne serait là pour l'aider à compter. Il revient à Paris un matin de pluie fine. Les journaux parlent de victoire, de conférences de paix, de reconstruction. Nulle part, son nom. Juste une mention anonyme, grâce à certaines opérations stratégiques. Il replie le journal, sourit avec amertume et serre contre lui une valise trop légère. À l'intérieur, quelques vêtements usés, des carnets de notes, et une lettre froissée qui commence par « Nous regrettons de vous informer que… » Dans son ancien quartier, les façades sont les mêmes, mais les regards ont changé. On salue les héros en uniforme, les médailles brillent au soleil timide. Lui, sans un signe, ressemble à n'importe quel passant. Il s'arrête devant son immeuble. Une nouvelle serrure. Une affiche, appartement à louer. Il monte quand même, 4 à 4, le cœur accéléré. À l'étage, une femme lui barre le passage. « Monsieur ? Vous cherchez quelqu'un ? » « C'était chez moi, balbutie-t-il. Elle le dévisage, embarrassé, le propriétaire a vendu. Arriéré de paiement. Plus personne ne venait payer le loyer. Les mots tombent comme des balles au ralenti. Arriéré. Vendu. Plus chez lui. Il voudrait protester, expliquer qu'il dirigeait des batailles à distance, que chaque retard de paiement était un sacrifice consenti. Mais à qui expliquer une guerre dont on n'a pas d'image à montrer? Il se retrouve dans un café enfumé, un de ces lieux qui sentent le tabac froid et l'espoir tiède. Devant lui, une tasse de café noir, presque aussi amère que la lettre posée sur la table. En reconnaissance de vos services rendus à la nation, blablabla, malheureusement, les crédits alloués. Il relit la phrase 10 fois, comme on relit un mauvais ordre de mission. Même sa solde a été retardée, amputée par des erreurs administratives. Le patron du café s'approche. Vous êtes du front, vous aussi ? D'une autre sorte de front, répond-il. Le patron hausse les épaules. La guerre, c'est la guerre. Maintenant, faut payer les dettes. Ce mot revient encore. Dette. Comme si, après avoir sauvé des vies, il devait encore quelque chose. Il sort un petit carnet, le même où il traçait les mouvements de troupes. Mais ce soir, sur les pages, il ne dessine pas des flèches, il note des chiffres, loyer moyen, coût d'un repas, reste de ses économies. Il découvre qu'il sait planifier l'encerclement d'une armée, mais peine à organiser un simple mois de dépenses. Et toi, tu as déjà ressenti ça? Être compétent, brillant même, dans un domaine, et complètement désarmé devant ton propre compte en banque. Comme si ton génie avait une frontière invisible, au-delà, c'est le chaos, les factures, la peur du lendemain. Il lève les yeux. Dans le café, chacun semble mener sa petite bataille silencieuse. Un homme en costume froisse un relevé bancaire, une jeune femme compte des pièces pour payer sa boisson, un vieil ouvrier fixe une enveloppe ouverte, le regard vide. La guerre est finie, mais les fronts se sont déplacés. Il traverse les cuisines, les boîtes mail, les fins de mois. Il repose son stylo. Un drôle de pressentiment le traverse, et si, cette fois, la plus grande bataille à mener était contre quelque chose qu'il ne voit pas encore clairement. Une sorte d'ennemi invisible, tapis quelque part entre ses croyances sur l'argent et la manière dont il a appris à être fort, en se taisant. Il reste longtemps debout devant ce bout de papier froissé. Une simple lettre. Quelques lignes administratives, froides comme l'acier des canons qu'il a fait taire. Monsieur, après examen de votre dossier, nous vous informons que votre demande de pension exceptionnelle est rejetée. Nous vous remercions pour les services rendus à la nation. Il relit la phrase 3 fois. Nous vous remercions. Il murmure, presque rêveur.
Il me remercie, mais il ne paie pas le loyer. Sur la table, les factures forment un autre front, une nouvelle ligne de bataille. Rouge, en majuscule, dernier avis avant coupure. Électricité. Loyer en retard. Échéance bancaire. Il s'assoit, le dos voûté. Le génie de la guerre, réduit à compter des pièces de monnaie dans une petite boîte en fer, là où autrefois il rangeait ses cartes d'état-major. Dans sa tête, les souvenirs se mélangent aux chiffres. Des flèches dessinées sur une carte, des unités déplacées comme des pions. Et maintenant, c'est le frigo qu'il faut remplir, le banquier qu'il faut éviter, les intérêts qui tombent comme des obus silencieux. Tu as sauvé des milliers d'hommes, dit une voix au fond de lui. Oui, pense-t-il. Mais je n'ai pas su sauver mon propre avenir. Il se souvient d'un colonel, dans un bunker enfumé. Si on s'en sort, mon ami, vous serez un héros. On prendra soin de vous. La promesse flotte dans l'air, comme ces fumées de cigares qu'il regardait se dissoudre au plafond. Elle aussi s'est dissoute. Dans la rue, le soir, il marche lentement. Il passe devant une vitrine éclatante, des montres de luxe, des costumes parfaitement coupés. À l'intérieur, un jeune homme en costume explique à un client. L'important, aujourd'hui, ce n'est plus seulement de gagner de l'argent. C'est de le faire travailler pour vous. Le faire travailler pour vous. Ces mots le frappent plus fort que n'importe quel recul d'artillerie. Lui, il a travaillé pour l'argent. Pour la solde. Pour tenir jusqu'au mois suivant. Il n'a jamais appris à faire l'inverse. Il s'arrête, observe son reflet dans la vitre. Les rides, les cernes, les épaules tombantes. Il se parle à lui-même, en silence. Tu savais lire les cartes, mais tu n'as jamais appris à lire un relevé bancaire. Tu savais prévoir une offensive, mais tu n'as jamais prévu ta retraite. Dis-moi, est-ce que ça te parle, toi qui m'écoutes? Gagner des batailles au travail, être bon dans ce que tu fais, et malgré tout te sentir constamment en guerre avec ton compte en banque. Te reconnaître dans cet écart entre ton mérite et ta réalité financière. Pendant que ces questions te traversent, lui, rentre chez lui dans un petit appartement froid. Il allume la lampe, hésite avant de la laisser allumer, par souci d'économie. Puis il prend un vieux carnet, celui qu'il a accompagné sur le front, et pour la première fois, au lieu d'y tracer des plans de bataille, il écrit 3 mots qui lui font peur. Plan de survie financière.